Bien, bonjour à tous. Donc, nous passons à la deuxième table ronde, dont le thème est féminisme, théorie et pornographie. Donc une réunion de sujets qui peuvent, de prime abord, ne pas avoir grand-chose entre eux. Pourtant, nous allons essayer de voir qu'ils sont effectivement très connectés. Donc, en vitesse, parce que je pense que vous les connaissez, nous avons dans cette table ronde Farida Belgoul, donc, qui a été l'initiatrice des journées de retraite de l'école suite à l'enseignement de la théorie du genre pendant le quinquennat qui va s'achever. Qui a été l'auteur de Papa porte un pantalon et Maman porte une robe, titre ô combien iconoclaste. Nous recevons également Yann Carrière, qui est psychologue, docteur en psychologie et qui s'intéresse à la théorie du genre sous cet aspect très pratique et professionnel. Et enfin, François Biol-Lochner, qui est président de la Fondation de services politiques du collectif France Audace et qui a sorti au début de l'année un roman sur la déferlante pornographique qui s'appelle Les parfums du château et qui essaie de montrer comment une jeunesse héroïque, dont Adrien Abosi est un représentant, essaye de résister à cette déferlante qui ravage tout sur son passage. Donc nous allons essayer d'aborder les trois thèmes féminisme, théorie du genre et pornographie sous l'angle vraiment pratique, plus que théorique. Mais avant, je vais demander à nos auteurs donc, de revenir peut-être très rapidement sur l'évolution du féminisme qui est passé en un temps record de revendications sociales à aujourd'hui une négation des identités sexuelles et à une confusion des genres. Ensuite, dans un deuxième temps qui sera le principal, nous allons voir que la théorie du genre non seulement existe, qu'elle est un trouble dans le genre, selon Judith Butler, son théoricien principal, mais surtout que c'est une pratique. C'est une théorie, certes, elle existe, mais elle est pratiquée, et c'est bien là que réside le plus grand scandale. Et enfin, en propos conclusifs, nous essayons de voir que la théorie du genre s'attaque aux enfants dès le plus jeune âge, puisque pour avoir une renégociation de son identité sexuelle, il faut s'attaquer à la racine de l'arbre. Et nous verrons que cette sexualisation est une porte ouverte à la pornographie et qui explique notamment pourquoi cela fonctionne si bien de nos jours. Donc nous commençons tout de suite par un bref retour, si vous le voulez bien Farida, sur l'évolution du féminisme et son instrument de combat qui est la théorie du genre. Alors en fait, c'est plus compliqué que cela, parce que le féminisme n'est pas le seul espace, la seule sphère à partir de laquelle on parvient à la théorie du genre. La théorie du genre, ça commence, on en a un petit peu évoqué historiquement des épisodes à partir de la Révolution française. Pourquoi je le dis cela ? Je dis ça parce qu'il s'agit, depuis cette Révolution française en 1789, de tout déstructurer, de déconstruire l'ordre ancien. Dans cet ordre ancien, vous aviez le roi, vous aviez les nobles, vous aviez l'homme et la femme, vous aviez le clergé. Tout cela était pyramidal, mais tout cela était aussi en relation bienveillante et responsable les uns à l'égard des autres. Et j'ai envie tout de suite de parler de relations complémentaires. Et pour en arriver au féminisme, la question qui s'est posée pour le féminisme à partir de la remise en cause de la prétendue hégémonie de l'homme, ça a été justement de remettre en cause la complémentarité existant entre l'homme et la femme et de considérer cette relation comme si elle n'était que hiérarchique, c'est-à-dire que s'exprimant que sous la forme d'une domination. Mais cette domination, elle a existé et ça a été un dérapage, comme on a pu voir justement des égarements du côté de la royauté et de la noblesse. C'est-à-dire que vous avez forcément une réponse à des abus. Mais le féminisme est une mauvaise réponse. C'est-à-dire que plutôt que de rétablir un ordre harmonieux et complémentaire entre l'homme et la femme, il va continuer de dégrader cette relation pour la séparer entre deux catégories sexuelles qui n'auraient plus rien à voir, dont l'une devrait laisser la place à l'autre. Et tout le problème est là. Pour y arriver, il faut du temps, il faut des moyens et il faut une volonté farouche de destruction. Cette destruction, elle passait forcément par la chute du roi. Elle passait forcément par un certain nombre de symboles qui allaient en finir avec la société traditionnelle. Rien n'était possible avant cette chute et cette dégradation voulue, orchestrée de la société traditionnelle.
Ça nous amène très rapidement à un certain nombre d'événements historiques, ou pour arriver plus près de nous, parce que je ne veux pas tenir le crachoir trop longtemps sur ces questions, à ce que pendant la guerre de 14-18, pendant la guerre seconde de 39-45, les femmes vont être conduites et contraintes finalement. Il n'y a pas forcément de complot organisé de manière extrêmement rigoureuse autour d'une table, mais les événements historiques vont conduire à ce que les femmes, et donc d'une certaine façon le féminisme, trouve sa place dans la société française, parce que l'homme va se retrouver progressivement déclassé par le temps. Déclassé par le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de féminisation de la société. C'est une féminisation qui a des conséquences extrêmement graves. Pourquoi? Parce qu'elle rompt le déséquilibre traditionnel. Parce qu'elle rompt justement la relation traditionnelle de complémentarité entre l'homme et la femme, dans lequel en effet l'homme doit être le moteur du bateau. Parce qu'un bateau ne peut pas avoir deux moteurs, sinon il ne peut pas avancer, il risque l'accident. Et nous sommes dans une situation aujourd'hui sur le plan historique totalement accidentelle. C'est-à-dire que cette situation de déséquilibre relationnel entre l'homme et la femme que le féminisme nourrit est en train d'exister sous nos yeux, nous sommes en train de la vivre, mais elle n'a pas toujours été et elle ne durera pas toujours, parce qu'elle est invivable. Elle n'a pas de fondement naturel. Carrière, si vous voulez nous donner votre analyse rapidement sur effectivement la dynamique féministe. Alors, ce sera peut-être un rappel pour ceux qui connaissent la question. On part au début d'une revendication légitime qui est l'égalité des droits. Et évidemment, les motifs humains ne sont jamais purs, il n'y a pas qu'une revendication légitime. Et dès que l'égalité des droits sera satisfaite, des gens qui ont en tête une utopie d'indifférenciation vont continuer à agir, mais sous un autre motif beaucoup moins pur, qui est celui de l'envie. Et je crois que du point de vue psychologique, on peut dire qu'au-delà de la revendication de l'égalité des droits, le féminisme et le mouvement du genre vont avoir pour motif principal l'envie, qui est une des pires passions humaines, qui mène très vite à l'hostilité et la haine, et qui vont faire du mâle hétérosexuel blanc l'officiel bouc émissaire qui succède aux juifs et aux bourgeois dans la société d'aujourd'hui. Avec, j'en parlerai tout à l'heure dans ma conférence, avec des vrais plans de solutions finales qui vont finalement peut-être être mis en œuvre aujourd'hui sur le plan psychique. La rencontre entre le féminisme radical et la théorie du genre va se faire dans les années 90 parce que les deux vont parvenir au même point de réflexion. Le féminisme radical va dire que si l'égalité des droits ne marche pas, c'est parce qu'il y a un système oppressif. D'où une série de mensonges que je détaillerai tout à l'heure sur les violences conjugales ou mensonges sur les inégalités salariales. Malheureusement, comme le dit Hannah Arendt, les mensonges sont très instables. Seule la vérité est stable. Et on s'aperçoit que les mensonges ne marchent pas. Par exemple, les femmes auto-entrepreneurs gagnent moins que les hommes auto-entrepreneurs alors que personne ne les opprime. Et bientôt, les féministes radicales vont être obligés de se dire donc effectivement le système n'est pas oppressif, mais tout doit se passer dans l'enfance. Et ils vont renverser les études très pointues d'un psychanalyste qui s'appelle Robert Stoller, qui avait travaillé sur les transsexuels, et qui disait le petit garçon, il a une tâche spéciale à accomplir, comme il n'est pas du sexe de sa mère, il doit se désidentifier d'elle. Et les féministes radicales dans les années 90 vont dire, écoutez, on suppose qu'à ce moment-là se met en place l'hostilité vis-à-vis des femmes. Donc on va empêcher les petits garçons de devenir des petits garçons, c'est ça le but. Et au même moment, Judith Butler leur fournit un alibi génial. Elle dit de toute façon, les petits garçons, ça n'existe pas. Les deux courants se rencontrent et se mettent en application, au moins dans les textes, au moins dans l'intention des textes à l'éducation nationale depuis quelques années, mais on peut espérer que les professeurs sont plus intelligents que les textes et qu'ils n'iront pas jusqu'au bout de cette idéologie totalitaire et folle. Et il y a un livre dont le titre est éloquent, qui est paru fin 2014, qui s'appelle « Pour en finir avec la fabrique des garçons ». Il dit bien les choses, c'est pour en finir avec les garçons. Et quand Vigie Gender rapporte le fait de petits garçons qui rentrent de l'école en disant « on va me couper le zizi, me transformer en fille », c'est pas un accident, c'est bien le but au départ fomenté par les idéologues. Donc on est arrivé à une sorte de fascisme, et c'est important pour moi de rajouter, et j'essaierai de le montrer tout à l'heure, que puisqu'on recommence et qu'on tombe dans le fascisme de sexe après avoir eu celui de race avec les nazis, celui de classe avec les communistes, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'effectivement se développe une vision métaphysique et religieuse de type gnostique qui rend inévitable les développements tragiques. Et par le hasard de l'actualité, j'arrêterai là, M. Macron donne une illustration assez fabuleuse de cette confusion des genres au niveau métaphysique entre immanence et transcendance. J'expliquerai ça tout à l'heure.
Merci beaucoup François, votre analyse des 60 années de féminisme que nous venons de vivre. Ben, écoutez, alors je voudrais plutôt que de répondre directement à votre question, aller, j'allais dire, dans le prolongement de ce que disait Farida et de ce que vous disiez, monsieur. Finalement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est l'élément dominant de tout ça, quelle est la superstructure qui dirige, qui fait en sorte que la société évolue comme elle évolue actuellement, notamment pour toutes les problématiques sexuelles, dont sont évidemment comprises tout ce que vous venez d'indiquer. Et j'ai tendance à penser, alors maintenant si on arrive à la pornographie, est-ce que c'est une fille, par exemple, du féminisme, ou est-ce que c'est une mère ? J'ai tendance à penser aujourd'hui que la pornographie est en fait la mère de tous les maux, même si c'est une mère assez récente, parce que la pornographie est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons jamais vécu un événement comme celui-là, l'avènement de la pornographie, depuis des millénaires, parce que la pornographie, qui signifie pornégraphos, hein, c'est la description de la prostitution. La pornographie, ça veut dire ça, hein, en termes grecs, c'est la description, c'est la complaisance de la prostitution. Nous sommes en train de prostituer 7,5 milliards d'individus. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Et cette prostitution est absolument dramatique et complètement nouvelle. Et tout à l'heure, on parlait de Satan, il doit se réjouir tous les matins, car cette prostitution, elle est maintenant dans la poche de chacun d'entre nous par l'iPhone. C'est donc un drame abominable que nous sommes en train de vivre, qui touche les enfants de 3 ans jusqu'à, évidemment, la personne de 100 ans. Ça n'est pas comme Tintin de 7 à 77 ans, c'est l'enfant de 3 ans jusqu'à l'adulte de 100 ans. Donc, nous vivons aujourd'hui un drame abominable, d'où découle, en fait, probablement, et d'où va s'accélérer tout le processus de féminisme, de théorie du genre, etc. Et comme je ne voudrais pas être trop long, je voudrais simplement faire la remarque suivante, c'est que en quoi est-ce que la pornographie est un drame épouvantable ? À mon avis, plus que tous les autres drames qui sont par exemple la théorie du gender. C'est que la pornographie chosifie dès l'âge de 3 ans le corps de l'homme ou de la femme qui n'est absolument pas un animal. Un homme qui regarde une séquence pornographique dans laquelle une femme est massacrée par 10 hommes, ça n'est pas une scène bestiale, parce que je suis désolé, mais son chat, on le traite beaucoup mieux que la femme qui est massacrée par 10 hommes. En fait, la femme, dans ce cas de figure, est une simple chose. C'est un robot, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une chose. Et donc, dans le cadre de la destruction de la création telle qu'elle a été évoquée par les conférences précédentes, on est dans une destruction de la création, dans ce qu'il y a de plus beau dans la création, c'est-à-dire effectivement la création de l'homme et de la femme complémentaires, pour transformer l'individu, effectivement, en chose. Alors, les pornocrates, nous en parlerons tout à l'heure, ou les pornosophes, se sont d'abord attaqués à l'image de la femme, parce que c'était plus simple, et que les hommes étant plus portés sur le sujet, il valait mieux commencer par détruire l'image de la femme, avec tout ce que ça implique, parce que l'image de la femme, quand on détruit l'image de la femme, on détruit l'image de la création, puisque bien évidemment, nous savons tous que la femme est le symbole même de la création. Et ensuite, eh bien, de façon astucieuse, on s'attaque aux hommes, et maintenant on détruit également l'image de l'homme. Donc, on détruit par la pornographie, ce qu'il y a de plus beau dans la création, et découle de tout ça toutes les théories possibles et imaginables dont on va parler tout à l'heure. Je voudrais dire quelque chose. Oui, pour discuter un peu avec toi, Yann, quand même, parce qu'on est là aussi pour discuter. Quand tu parles d'égalité des droits, je pense qu'on commet une erreur de se rendre dans cette direction. Parce que cette égalité, justement, qui est une notion extrêmement... je dirais républicaine, nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Il faut quand même en avoir conscience. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas impunément reprendre le vocabulaire et les termes de l'ennemi, parce que ce vocabulaire et ces termes nous conduisent dans une certaine direction d'organisation sociale et politique. Donc nous devons, quant à nous, me semble-t-il, mettre un terme
à l'emploi d'une expression comme l'égalité des droits, comme l'égalité des chances. Ce sont des expressions qui ne veulent absolument rien dire d'autre que le maintien de l'ordre établi aujourd'hui par la franc-maçonnerie. Et nous n'en voulons pas. Si nous sommes ici, c'est que nous n'en voulons pas. Je crois que nous devons, au contraire, revalider le terme de complémentarité qui existe naturellement entre l'homme et la femme, mais qui peut exister aussi entre les classes sociales, entre les cultures, etc. C'est-à-dire que chacun sur cette terre a une vocation, une sorte de spécialisation, et que celle-ci ne peut prendre librement son cours sans collaboration avec les autres spécialisations et les autres vocations. Dans le domaine des sexes, on en est là aussi. Donc, à l'égalité des droits, je pense qu'on peut parler d'équité, puisque je vous disais quand même tout à l'heure qu'il y a eu effectivement, dans la dégradation du monde dans lequel nous vivons, des abus probablement de la part du sexe masculin qui a permis de faire une brèche et de laisser par là même entrer l'idéologie féministe. Mais le redressement de la situation ne passera pas par l'égalité des droits, repassera par le fait de reconsidérer la complémentarité, ce qu'apporte naturellement chaque sexe, et que s'il y a des déséquilibres qui ont eu cours parce que le temps usant les relations comme le reste, nous avons toujours des réparations à opérer, il faut le faire dans le sens de l'équité. Merci. Est-ce que vous voulez... Bon, moi, je crois qu'on n'aura pas le temps sur l'égalité des droits, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a bien un problème avec l'égalité. Il y a, pour contrôler la population, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le politiquement correct, qui utilise plusieurs types de mensonges et de manipulations, et en particulier des concepts très fallacieux. Et un des pires concepts qui soit, c'est celui qui n'est même pas d'égalité des droits, qui est l'égalité homme-femme. Alors je développerai tout à l'heure pourquoi ça n'est pas un concept tenable. Beaucoup de concepts sont intenables, on verra, ils sont, comme on dit en anglais, self-refutating, c'est-à-dire qu'ils se tirent une balle dans le pied dès qu'on les énonce. Mais on est très au-delà. Si ce que tu dis est vrai sur l'égalité des droits, qu'en est-il de l'égalité d'opportunité, de l'égalité de résultat, de l'égalité totale? Et en fait, ce sont des choses qui mènent, et c'est pas moi qui le dis, je pense à un psychiatre anglais qui s'appelle Dalrymple, qui mènent directement au fascisme. Mais c'est une vieille tendance humaine, elle n'est pas nouvelle, et c'est vrai qu'il y a des choses très anciennes dans ce qui se passe aujourd'hui. Et les Grecs avaient un mythe bien connu qui exprimait la tentation, c'est celui de Procruste. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Procruste c'était un brigand qui avait un lit en fer, il y allongeait ses invités. Si les pieds dépassaient, il les sciait, et si les pieds n'arrivaient pas au bout, il écartelait les gens. Voilà, c'est le fascisme de l'utopie, la haine de la différence, car il s'agit bien de haine de différence, haine de la complémentarité, parce que dès qu'il y a différence, il y a complémentarité. Et ça exige, pour être bien vécu, une vision assez complexe de la vie, où on accepte de ne pas tout avoir, de ne pas être tout puissant, or notre époque est très narcissique, où on accepte d'être limité et de souffrir un peu. Et le mouvement du genre, d'un point de vue technique, sur le plan de la psychologie, c'est un mouvement pervers narcissique, c'est une pensée perverse. Et qu'est-ce que c'est que ce mouvement pervers narcissique ou cette pensée perverse? C'est plutôt que de souffrir un petit peu parce que la réalité m'impose des contraintes, celle de la complémentarité, eh bien je vais refuser cette souffrance, refuser une partie de la réalité, dénier la différence des sexes et repousser toute la souffrance en quantité bien plus grande sur le monde extérieur, et je vais faire souffrir des millions de personnes parce que moi, je ne veux pas souffrir. Et cette pensée perverse, très bien théorisée par Racamier, elle peut concerner un environnement immédiat d'une personne ou bien des sociétés entières, comme il l'a rappelé. Mais je le détaillerai tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc nous passons à notre deuxième temps, donc, qui va se focaliser sur la théorie du genre et sa pratique surtout. Et c'est vrai que par rapport à la théorie du genre, à mon avis, c'est quand même un concept qui reste assez flou, sauf pour les personnes qui en sont spécialisées, à tel point qu'on a notre cher ministre de l'Éducation nationale qui a pu asséner et être reprise dans les médias que la théorie du genre n'existait pas. Et c'est vrai que quand on en est persuadé, quand on travaille sur ces sujets-là, ça relève de l'évidence. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez chacun, en l'espace d'une minute, redéfinir la théorie du genre, puisque, encore une fois, l'idée n'est pas de faire des considérations abstraites et théoriques. Donc en une minute, s'il vous plaît, reprécisez ce qu'est cette théorie pour dire qu'elle existe et quels sont les concepts sur lesquels elle s'articule. Et ensuite, nous passerons à la révélation de sa pratique avec des éléments factuels que vous pourrez évidemment nous communiquer. Alors, je ne vais pas prendre une minute, mais 3. 3 minutes pour faire un lien qui m'a paru de plus en plus évident depuis ces 3 dernières années, durant lesquelles je me suis engagée dans ce combat pour l'interdiction de la théorie du genre dans les classes, toutes les classes, de la maternelle jusqu'au bac.
j'ai compris une chose très importante parce que parallèlement j'avais un autre combat qui était celui de lutter contre l'illettrisme que je croyais n'être existant que dans les quartiers populaires. Et finalement j'ai découvert, le temps aidant, que cet illettrisme était un fléau qui touchait toutes les classes sociales. Évidemment pas celles qui étaient protégées et qui est constituée des enfants de nos maîtres. Mais quand je parle d'illettrisme, de quoi est-ce que je veux bien parler ? Ben, je vais essayer de le simplifier le plus possible. Je veux parler de ce qu'en sixième, on arrive à 40, 60, 90% selon les lieux géographiques à ne pas savoir réellement lire et écrire et compter. Parce que le chiffre officiel, c'est 20%, reconnu d'ailleurs plus ou moins par l'Éducation nationale et ses officines de lutte contre l'illettrisme. On va agir. Parce que cet illettrisme est mis sur le compte des familles, est mis sur le compte de la catégorie sociale à laquelle on appartient, voire est mis sur le compte de la culture des enfants concernés, voire de leur religion. Or, on se rend compte maintenant, de manière extrêmement nette, il suffit de voyager un petit peu en France, je veux dire, dans sa sociologie, pour se rendre compte que cet illettrisme, eh bien, il touche tous les adolescents. Et pas seulement ceux qu'on a foutus dehors à 16 ans, sans aucune qualification, à 150 000 dans les années 2005, à 300 000 aujourd'hui, tous les ans, vous avez 300 000 jeunes de 16 ans qui sont jetés à la rue et qui ne possèdent aucune maîtrise de base de la langue minimum et du calcul. Alors, face à ce phénomène, donc, à ces deux combats que je menais parallèlement, la théorie du genre étant arrivée derrière, ce combat que je menais contre l'illettrisme, je me suis rendu compte que les deux fléaux étaient liés, par nature. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'illettrisme ? L'illettrisme ne s'explique pas par des conditions sociales ou culturelles ou religieuses. Pour preuve, les poilus de la guerre de 14 qui passaient 6 mois à l'école, parce que le reste du temps ils étaient dans les champs, ou les anciens enfants colonisés qui avaient pu avoir la chance d'aller à l'école à 80 par classe avec une ardoise par 10, parvenaient parfaitement à apprendre à lire et à écrire, alors même qu'ils n'étaient pas d'origine de la langue française, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas francophones. Donc que s'est-il passé pour que finalement on en arrive à ce que des adolescents de 16 ans, qui avaient passé 10 mois par an en classe, depuis l'âge de 3 ans a fortiori, sans avoir de tare particulière sur le plan mental, ne puissent pas en 6e, en 4e, en 3e, en seconde, en terminale, faire une division à 3 chiffres. Parce que moi je suis enseignante, donc je l'ai bien constaté. Eh bien, le problème provient, plus simplement, on va dire, de la méthode globale à l'origine avec laquelle on a décidé qu'on mettrait les enfants pour apprendre à lire et à écrire. On allait utiliser cette méthode qui, à l'origine, a été créée pour les sourds et les malentendants, à l'origine. Et on a décidé que cette méthode globale allait être appliquée dans les classes de CP à partir même de la 3e section maternelle. Et on allait abandonner définitivement la méthode d'apprentissage traditionnelle qu'on peut appeler syllabique ou alphabétique. Or, cette méthode alphabétique et syllabique, c'était celle qui avait donné les résultats qu'on a pu constater, par exemple, dans les lettres admirables qu'écrivaient les poilus au front quand ils les envoyaient à l'arrière. Donc, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, on en est arrivé là tout simplement parce que la méthode globale, c'est la théorie du genre de l'esprit. Je veux dire par là qu'il s'agit, sur le plan intellectuel, de mettre l'enfant au cœur du système scolaire. Alors l'expression paraît tout à fait sympathique, celle employée par M. Lionel Jospin quand il était ministre de l'Éducation nationale. Il allait mettre l'élève au cœur du système, et puis en fait ça voulait dire qu'on allait le laisser tout seul, qu'on allait le laisser se démerder tout seul, et que le maître allait disparaître de la classe en tant que tel, c'est-à-dire en tant que celui qui transmet des connaissances à un certain public d'un certain âge, progressivement et de manière rigoureuse. Donc la méthode globale, ça veut dire que tu vas construire toi-même tes propres savoirs. Tu vas trouver toi-même le moyen d'apprendre à lire et à écrire, et on te propose des textes entiers dès le premier jour de l'école du CP quand tu connais ni A ni B, et tu vas par répétition, par mémorisation, par bluffisation si je peux dire, prétendre que tu sais lire et écrire, alors qu'en vérité ce n'est pas le cas. Et nous allons entrer dans une période où des générations entières d'enfants et d'adolescents vont se faire démolir intellectuellement avec les conséquences sociales que cela implique. Pas seulement sociales, mais aussi familiales. Un enfant en échec scolaire met toute sa famille en souffrance.
Sa mère, son père, ses frères et ses sœurs, son quartier entier, lorsqu'il est effectivement touché par ce fléau, devient un quartier en souffrance. Or, nous savons parfaitement, nous qui sommes des grands garçons et des grandes filles, ce que la souffrance produit. C'est-à-dire des comportements qui ne sont plus gérables. Ces comportements qui ne sont plus gérables vont devenir dominants dans la société, et la société en pâtira et finira par produire des fractures entre différentes catégories de la population du même pays. C'est-à-dire que l'illettrisme crée des fractures dans la cohésion sociale. Vous voyez comme c'est intéressant de ne pas apprendre aux gens à lire et à écrire convenablement, c'est-à-dire de les empêcher d'appartenir à une langue commune, de ne pas partager l'amour de cette langue commune, de ne pas partager la littérature et la culture portée par cette langue commune. Et donc, en un mot, pour aller plus vite, construire soi-même son propre enseignement. Et qu'est-ce que c'est que la théorie du gender? Si ce n'est de construire aussi soi-même sa propre identité sexuelle. Et là, je n'ai pas besoin de développer, parce que ce que je viens de dire concernant la vie intellectuelle va se retrouver tout à fait appliqué à la vie sexuelle, c'est que nous allons nous retrouver dans des classes avec des animateurs, parce que ce ne sont plus des enseignants au sens noble et traditionnel du terme, c'est-à-dire des gens qui vont vous transmettre des connaissances. Nous allons nous retrouver avec des sortes d'animateurs, parfois d'ailleurs issus du lobby LGBT ou du planning familial, qui vont venir non pas transmettre des connaissances, mais faire de la propagande sur le thème que ce petit garçon-là peut être éventuellement une fille s'il le souhaite. Et puis cette petite fille-là pourrait aussi ne pas être un garçon, voire même plus. On invente des identités sexuelles qui sont absolument improbables. C'est-à-dire que l'homme et la femme, en tant qu'identité, vont disparaître du vocabulaire, et vous allez vous retrouver avec des identités qui vont être gays, lesbiennes, bi, trans, etc. Et dans le lot, attention au piège, vous allez voir apparaître le mot hétérosexuel. À refuser. À refuser. Parce que nous ne sommes pas des hétérosexuels, nous sommes des hommes et des femmes. C'est-à-dire que nous nous refusons de nous définir à partir de notre seule entrejambe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc nous ne pouvons pas accepter le terme d'hétérosexuel, comme nous ne pouvons pas accepter tous les termes construits à partir de l'égalité pour nous égarer vers des voies et des ornières qui conduisent effectivement à la mort de la civilisation humaine. Merci beaucoup. Alors François, en 30 secondes, s'il vous plaît, une définition de la théorie du genre. Moi, je souscris à ce que vient de dire Farida, évidemment. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a la destruction de l'esprit, et Farida a parfaitement expliqué avec, par exemple, les méthodes qui sont utilisées. Par la théorie du genre, on détruit définitivement l'identité sexuelle qui, évidemment, est constitutive de la personne humaine. C'est tellement évident que la question ne se pose même pas. Et ce que je rajouterais simplement, c'est que l'idéologie autour de ce concept est d'une puissance absolument extraordinaire. Moi, je suis extrêmement frappé par le fait que le lavage de cerveau, on en reparlera tout à l'heure peut-être à propos de la pornographie, le lavage de cerveau, une génération, c'est 800 000 personnes à peu près. Hein. Donc, chaque année, quand vous lessivez une dizaine d'années d'enfants ou de jeunes qui sont dans le système scolaire, vous lessivez 8 millions de personnes. C'est terrifiant. Et le problème, c'est que ces 8 millions sont complètement désarmés. Ils n'ont aucune possibilité de réaction. Pourquoi? Parce que les familles sont complètement soumises par peur, par désintérêt, par absence complète de culture. Et donc, on est dans un système absolument fou, moi que je trouve complètement diabolique, hein, je reprends exactement les mots qui ont été employés tout à l'heure, où nous avons des systèmes institutionnels qui détruisent des millions d'individus tous les ans, et des systèmes naturels qui n'existent plus, comme par exemple le relais familial. Donc effectivement, la théorie du genre, c'est comme une lèpre, elle se propage à une vitesse extraordinaire, et quand on en discute avec des jeunes enfants, ça me frappe énormément, depuis des années que je travaille un peu sur la pornographie ou tous ces sujets-là, en fait les enfants captent très facilement, et ensuite ça devient une vérité, donc eux-mêmes deviennent des idéologues du sujet. Il n'y a plus de possibilité de réflexion, donc je pense que notre combat va être absolument gigantesque sur le siècle.
Merci François. Yann, s'il vous plaît. Alors, peut-être qu'il pourrait être utile de donner un exemple qui fait à la fois définition et exemple. Il y a un très bon article à connaître pour avoir une idée de ce que c'est le mouvement ou la théorie du genre. C'est un article paru dans le Nouvel Observateur en décembre 2013, le 5 décembre, qui est une interview de Judith Butler. Et le journaliste commence par lui dire « Vous ne niez quand même pas les différences de sexe ». Et Judith Butler répond avec habileté, vous allez le voir, « Il n'est pas question de les nier. Mais quand vous allez en parler, vous allez utiliser des mots qui sont chargés d'idéologie, de rapport de pouvoir, et vous serez critiqué pour ça. » Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez plus en parler. Ça veut dire qu'on va commencer par paralyser votre pensée. Et c'est pour ça qu'on peut parler de fascisme. La différence des sexes, y compris pour le petit enfant, est à la base de la construction de sa vision du monde, est à la base de la construction de sa pensée. Donc non seulement on voit que le déni, ça s'appelle le déni de la différence des sexes. Le déni, c'est un mensonge très compliqué parce que c'est un mensonge qui consiste à faire comme si une partie de la réalité n'existe pas. Donc c'est pas un vrai mensonge. Les psychologues parlent de mensonge blanc, les chrétiens de mensonge par omission, et les psychanalystes de déni. Et c'est une défense qui, quand elle est utilisée massivement, est extrêmement pathologique, et c'est celle des pervers en particulier. Alors d'abord, on paralyse votre pensée, et puis je rappelle ce que disait Paul-Claude Racamier, la personne qu'il faut construire, elle a deux rocs pour se construire, la biologie et la vérité. Et le mouvement du genre attaque les deux. Il ne veut pas voir la biologie, il fait comme si la biologie n'existait pas. C'est ce qui se passe dans l'enseignement aujourd'hui. On enseigne aux enfants la différence homme-femme uniquement sur l'aspect sous l'angle social qui existe, mais on fait comme si la biologie n'existe pas. Et donc, que ce soit pour les enfants ou les adultes, ça veut dire quoi que je ne peux plus penser la différence biologique? Ça veut dire que tout ce qui va émerger de moi en tant qu'être humain sexué, homme ou femme, et qui ressemble de près ou de loin à une différence, va être interprété comme oppressif et donc mauvais. Et donc je vais me mettre automatiquement à détester ce qui vient de moi, en tant qu'homme ou en tant que femme. La théorie du genre est censée défendre plutôt les femmes, les homosexuels, les transsexuels. En réalité, il n'en est rien. Il y a très peu de gens qui adhèrent du fond de leur cœur. Les transsexuels accordent une importance extrême à la différence des sexes, au contraire. Et d'ailleurs, elle le dit dans l'article, elle est assez habile pour ça. Donc voilà, le déni de la différence des sexes, faire comme si les différences n'existaient pas, vous bloque la pensée et vous empêche de vous construire, vous fait vous haïr et donc détruit très sûrement toutes les personnes. Merci, donc je pense qu'on peut avoir les idées un peu plus claires quant à la théorie de ce déni de la différence. Maintenant, devant une personne qui serait dubitative quant au fait qu'elle soit enseignée dans les écoles, qu'est-ce qu'on peut avancer comme fait qui montre, prouve, et voilà, de manière imparable, que la théorie du genre est pratiquée dans l'éducation nationale aujourd'hui en France? Là, j'ai pris des notes parce que c'est sérieux, donc il faut que je cite mes sources et qu'on ne vienne pas de me dire ensuite que j'entends des voix. Je n'entends pas de voix. J'ai trouvé sur le net tout à fait récemment, et d'ailleurs c'est actuellement sur mon site et ça fait pas mal de vues, une vidéo officielle, tout ce qui est plus officiel puisqu'elle vient de la télévision, qui nous montre une classe en 2013, en octobre 2013, c'est-à-dire en pleine période de la manif pour tous qu'on dénigrait dans les médias, et 3 mois avant le lancement des journées de retrait de l'école, dont on a estimé qu'elles n'étaient pas fondées. Eh bien, figurez-vous que si vous allez sur mon site, mais je vais vous en donner ici le contenu pour que nous puissions ensemble apprécier l'horreur de ce à quoi nos enfants sont soumis, eh bien, vous allez découvrir cette vidéo officielle, et ça se passe à Périgueux, dans une classe de primaire, d'enfants de CM1, CM2. Ça veut dire qu'ils ont à peu près 9-10 ans, moins de 10 ans. Eh bien, vous avez une maîtresse, enfin elle s'appelle plus maîtresse maintenant, elle s'appelle professeure des écoles. C'est-à-dire que la novlangue, encore une fois, doit jouer son rôle dans le processus de féminisation de la société, puisque le mot professeur se retrouve comme le mot auteur affublé d'un E, qui le rend d'ailleurs parfaitement ridicule. Mais ça, c'est mon opinion. Alors, cette institutrice, ou cette professeure des écoles, figurez-vous, elle est en face de ses élèves de 9-10 ans, et elle tient dans les mains un livre dont le titre est très évocateur. Je vous le donne en 1000. Poil partout. Donc cette jeune institutrice, professeure des écoles, est aussi militante du planning familial. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Les choses se précisent.
C'est-à-dire que vous avez maintenant du personnel de l'éducation nationale qui sont par ailleurs des militants en faveur d'une propagande qu'on connaît parfaitement, qui sont celles des 200 000 ou 250 000 avortements par an en France. Ça s'adresse à nos enfants, ça. Sans que personne ne bouge, au demeurant. Sans que personne ne bouge. Ou lorsque des gens bougent, sont très vite diabolisés, abandonnés par les leurs. On reviendra peut-être là-dessus un peu, parce que le combat doit être mené, j'en donnerai un petit mot tout à l'heure. Et pour ce combat, comme pour la France, il faut de la cohésion. Reconstruire la cohésion nationale, ça passe par la construction d'un combat dont les membres sont eux-mêmes en cohésion. Hein? Donc je reviendrai là-dessus plus tard, si vous me le permettez. Donc elle tient ce poil partout dans les mains en face de ces pauvres gamins de 9 ans, de 10 ans, même pas. Et à l'image, on voit à un moment donné la page du livre qu'elle va lire aux enfants. Et écoutez bien, ce qui est écrit dans cette page qu'on voit quelques secondes. Il est écrit: maintenant parlons un peu de ton père. Vous vous rendez compte? Nous allons parler des poils du père de l'enfant. En classe de CM1, CM2. Si ça, c'est pas une transgression et un blasphème, qu'est-ce que c'est d'autre? Nous allons défigurer la figure du père. Maintenant, je reviens donc au texte, parlons un peu de ton père. Quand monsieur et madame Hormone, ça c'est pour donner un petit caractère scientifique bidon à la propagande, quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Et on aurait presque dit une petite fille. À part son petit pénis, bien sûr. Ça ne se passe pas dans les banlieues. Pas seulement dans les banlieues. Parce que certains ont pu se rassurer en se disant, bon, ça se passe dans les banlieues, on s'en fout. Non, non. À Périgueux, dans une école de province tout à fait enracinée, avec des petits-enfants enracinés depuis peut-être combien de générations, n'est-ce pas? Donc tout le monde est en danger. Et puis elle continue, cette institutrice. Elle dit, à propos donc du père des enfants, de chaque père, de chaque enfant présent dans la classe, elle dit, et c'est écrit dans le livre, elle le lit, livre que les enfants possèdent sur leur table et qu'ils lisent en même temps qu'elle. Petit à petit, il a grandi, c'est-à-dire le père, et son pénis s'est développé. De surcroît, elle a un vocabulaire dont la syntaxe est complètement déglinguée, mais ça c'est en prime. Et elle poursuit. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Voilà le texte du livre. Et la question du professeur des écoles militantes du planning familial ne manque pas de tomber, qui est la suivante. C'est dans quel endroit particulier qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Alors il y a un petit garçon de la classe qui, un peu émoustillé, il lui répond au pénis. Et on voit tout ça dans la vidéo, hein, qui se trouve sur mon site actuellement. Et on est dans une situation absolument invraisemblable, parce qu'on est dans une situation que je ne peux pas caractériser, sous peine encore de risquer des procès, j'en ai assez sur la tête comme ça, mais que je peux décrire, qui est celle d'un adulte qui tient des propos sexuels devant des enfants. Ce qui normalement est interdit. Ce qui, normalement, est interdit. Et alors, nous avançons vers l'horreur de plus en plus profondément, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle continue. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Et donc ensuite, elle demande encore à sa classe. Comment ça s'appelle ça, quand ce truc gluant sort du pénis? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il y a un petit innocent qui répond, je crois que c'est du pipi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Alors le petit gamin, il va perdre ses illusions très vite parce qu'il y a une petite camarade à lui dans la classe qui manifestement a été bien éduquée et qui répond pas du tout, c'est du sperme. CM1, CM2, 9 ans, 10 ans, éducation nationale, classe de primaire, Périgueux.
C'est du sperme. Alors la professeure militante, elle est très contente, elle approuve. Et puis elle précise que ce truc gluant qui sort, eh ben, ça s'appelle une éjaculation. Et on est toujours avec des enfants de 9-10 ans. Quand ensuite la journaliste va se quand ensuite cette militante du planning familial et institutrice, soi-disant, enfin, se retrouve devant le journaliste qui l'interroge sur sa pédagogie, elle va dire, bah écoutez, les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler surprenants, oui, surprenants, quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française, et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire, voilà. Alors moi, si j'avais été là, je pense que j'aurais dit que, par exemple, le mot salope, ça faisait aussi partie de la langue française, que c'en était même un fleuron, et qu'il voulait bien dire ce que ça voulait dire, en effet. Alors, ça ne se termine pas là. Il y a des suites. Parce qu'il y a une deuxième femme présente à côté de l'institutrice, professeure des écoles militantes du planning familial. Alors elle n'est pas instite, elle n'est pas professeure non plus. Elle est simplement militante. Vous rendez-vous compte que face à ces enfants, on présente deux militantes adultes qui viennent en effet leur faire la propagande dont je suis en train de vous parler et dont nous vous parlons tous. Et donc, après avoir quand même pas mal émoustillé cette pauvre classe, ces pauvres enfants, cette deuxième collègue va commencer à expliquer, histoire de prendre quand même quelques mesures de prudence, qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des, j'ouvre les guillemets, relations sexuelles quand on est amoureux. 9 ans, 10 ans, primaire, périgueux. Il n'est pas obligatoire, c'est le sujet d'une leçon, enfin on appelait ça une leçon dans le temps, c'est le sujet d'une séance d'éducation à la sexualité. Il n'est pas obligatoire d'avoir des relations sexuelles quand on est amoureux. Puis elle précise quand même qu'à partir de 15 ans, on peut. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Ce qui est effectivement le rêve de tous les parents, hein, de voir ces adolescents de 15 ou 16 ans aller s'envoyer en l'air avec qui on ne sait pas. On peut à 15 ans. Vous avez l'autorisation. Bon, peut-être qu'avec des dérogations, ça peut descendre à 12 ans. Parce qu'avec la prochaine législation sur les droits sexuels qui nous pend au nez, ce sera peut-être même 10 ans. Et nous serons là, à regarder cela, à la télévision, sans bouger. Et puis la séance va finir par s'achever, le documentaire d'ailleurs aussi, et la journaliste, vous savez ce qu'elle va dire? Alors là, c'est le pompon, enfin c'est l'apothéose. Elle va dire que cette séance avec nos enfants s'achève 1h30 après. Pendant 1h30, les gosses ont été soumis à cette propagande infâme et qu'elle considère, cette journaliste, que ça a été 1h30 d'échange. Comme si un enfant de 10 ans avait une expérience sexuelle qui pouvait échanger avec autrui. Ça, c'est la journaliste de la télévision. Et après donc cette 1h30 d'échange absolument extraordinaire, eh bien la journaliste va conclure d'un ton d'ailleurs très coquin en séparant bien les syllabes, et il dira que au programme du prochain atelier, eh bien on se posera la question de comment on fait les bébés. Et pendant ce temps-là, les mamans bossent. Sans transition, François, je crois que vous voulez filer le propos. Oui, en fait, tout ce que dit Farida est exactement lié à la déferlante pornographique. En fait, nous sommes exactement sur le même registre. La pornographie, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a les pornosophes, il y a ceux qui se donnent un mal de chien pour justifier sur le plan philosophique la pornographie. Alors, on n'a pas le temps, évidemment, d'en parler là. La faiblesse des arguments des pornosophes est tellement effrayante que je passe au sujet suivant. Ensuite, il y a les pornocrates. C'est ceux qui imposent la déferlante pornographique, et là on est exactement dans ce cas de figure. Et puis il y a les pornophiles, tous ceux qui sont passionnés par la pornographie, et c'est hélas, grosso modo, 90% de la population aujourd'hui. Donc c'est une déferlante. Alors je voudrais revenir à ce que disait Farida. Dans
dans le pouvoir des pornocrates, alors il y a d'abord les pornocrates traditionnels. Il y a ceux qui, depuis très longtemps, écrivent des choses pornographiques, peignent des choses pornographiques, etc. Tout ça était finalement confiné dans une sphère assez restreinte. Maintenant, nous sommes dans une pornocratie galopante. L'éducation nationale, par exemple, est un nouvel acteur de la déferlante pornographique. Et l'éducation nationale se donne un mal extraordinaire pour que la pornographie soit au cœur de la vie de l'individu. Nous sommes actuellement en train d'attaquer en justice, quand je dis nous, c'est la Fondation de services politiques, nous attaquons en justice le ministère et Belkacem à titre personnel au pénal. Donc l'assignation est en cours actuellement, en cours de finalisation de rédaction, parce que nous sommes dans véritablement incitation à la débauche et pédophilie. Parce qu'on voit bien dans ce que dit Farida que nous sommes exactement dans ce cas de figure. Nous gagnerons, nous perdrons, mais en tous les cas, nous ne resterons pas inactifs. Alors je voudrais vous donner simplement un petit exemple. Voilà ce qui est distribué les premières fois. C'est distribué donc à des gamins de 10 à 14 ans, grosso modo, dans les collèges publics. On en trouve dans les collèges privés sous contrat. C'est immonde. Quand j'ai lu ça, on m'avait dit ne lisez pas. Ne lisez pas, tellement c'est dégueulasse. Franchement, je l'ai feuilleté, c'est immonde. J'ai eu le sang qui s'est glacé, j'ai eu envie de vomir. Comment est-ce que quelqu'un de mon âge peut avoir envie de vomir en lisant ça, quand on imagine qu'un gamin de 12 ans va dire ça? Lui, il est violé, c'est un viol. Et ça, c'est distribué actuellement partout. Alors, pas seulement actuellement, François, parce que moi je... Oui, bien sûr, mais je vous cite cet exemple parce que ça, c'est tout récent. Mais il y a... Non, il y en a plein. Oui, il y en a plein d'autres. Quand j'étais en poste... Dans les écoles? Oui, dans les écoles, par les infirmières. Oui. Mes propres élèves en ont eu. J'ai d'ailleurs, à l'époque, je suis intervenue auprès du proviseur de l'époque dans l'établissement dans lequel je me trouvais. C'est très bien que tu aies ramené, François, c'est très précieux ce document. On peut le faire circuler? Non, parce que vous... quand je serai parti. Alors, à côté de ça, et je voudrais simplement vous donner... Nous vivons dans une société intégralement pornographiée. Et les psychologues le savent, il y a eu plusieurs livres extrêmement intéressants écrits là-dessus. En fait, vous et moi sommes soumis à la pornographie sans qu'on s'en rende compte du matin au soir. Alors, on pourrait citer tous les exemples multiples, si vous voulez. Ça va des kiosques à journaux quand vous partez travailler, ensuite en passant sur le web ou en ouvrant Orange, vous tombez sur des trucs absolument dégueulasses. Et puis ensuite, enfin bref, vous connaissez ça par cœur. Et puis le soir, vous écoutez un peu Fun Radio. Et puis évidemment, vous avez été tellement conditionné que vous tombez assez facilement sur des vidéos pornographiques à 11h du soir. Donc on vit dans une société pornographiée. Et là, les acteurs sont les plus inattendus. Et il y a des acteurs partout qu'on n'imagine même pas. Il y a 15 jours, Le Figaro, trouvant sans doute que j'avais une bonne tête, m'a envoyé Le Figaro Madame, Le Figaro Magazine et Le Figaro je ne sais quoi, sans doute pour essayer de me faire abonner. Je feuillette. Et je tombe sur Le Figaro Madame d'il y a 15 jours. Ça date d'il y a 15 jours. Vous savez, les triplés, les charmants petits triplés, là, c'est adorable, les 3 petits triplés, là, ils sont tellement mignons, etc. Toutes les mères de famille de 25-30 ans se précipitent sur les triplés, c'est absolument adorable. Mais juste avant les triplés de ce Figaro Magazine, 3 pages ignobles, dégueulasses, de la haute pornographie. Ça veut dire que Le Figaro, journal dit de droite, défenseur de valeurs, dit-il, se permet de vendre à des familles, parce que Le Figaro reste un journal relativement familial, qui est lu, qu'on met sur la table du salon, si vous voulez. Bon, il est capable d'écrire dans Le Figaro Madame des choses immondes. Alors, ça fait des années que ça dure, mais ce qui est ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, les familles laissent traîner Le Figaro Madame sur la table du salon. Moi, j'allais jeter ça dans la cheminée, et heureusement, intelligemment, ma femme m'a dit « Non, surtout pas, découpe le truc, il faut que tu t'en serves. » Et voilà, donc je m'en sers pour la première fois. Ça date il y a quelques jours. Donc, j'arrête là les exemples, je peux en citer. Nous vivons dans une société totalement pornographique. Un troisième et dernier exemple, pour montrer à quel point nous sommes tous touchés. Une femme me raconte qu'elle change de portable. Elle passe d'un BlackBerry à un iPhone. Samsung peut-être, enfin je ne sais plus, peu importe. Elle va dans une boutique Orange qui lui programme une série de choses. Comme ça, elle n'avait pas à le faire elle-même.
Et le soir, elle rentre chez elle, et à 9h ou 10h du soir, s'affiche un journal quelconque qui avait été programmé par Orange. Et sur la page du Samsung, c'était « La fellation pour débutants », avec photo à l'appui. Elle m'a dit, j'ai cru tomber dans les pommes. Bon, heureusement, on a été coupé, comme ça on n'entendra pas la grossièreté. Et c'était donc c'est Orange, 18 millions d'abonnés, je crois, quelque chose comme ça, qui propose un journal hautement pornographique qu'un gamin, parce qu'un gamin de 10 ans a le droit d'avoir un Samsung, enfin, il n'y a rien interdit, enfin, moi je pense que c'est une énorme erreur, mais supposons, bon, on ne peut pas dénier les droits. Donc voilà, eh bien, il sera tout d'un coup, à 10h du soir, la fellation pour débutants. Il ne sait même pas ce que c'est que le gamin de 10 ans, ben voilà, il va apprendre. Donc, nous vivons dans une société totalement pornographiée. La pornographie est au cœur du matin au soir de la mécanique politique, économique, sociale, morale, culturelle. On n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, mais sur tous les sujets politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels, la pornographie est au cœur. C'est absolument extraordinaire. Il faut vraiment se pencher sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, et moi je le constate tous les jours, hein, puisque dans le boulot de la Fondation de services politiques, on est quand même en contact permanent avec énormément de monde, et je constate tous les jours que les parents sont dans l'ignorance absolue. J'en ai encore eu un exemple hier. Une ignorance absolue. Non, non, vous exagérez. Ah oui, vous exagérez. Et quand je donne quelques exemples, là, je sens que la pâleur commence à être extrême. Les parents ne se rendent plus compte. Ou alors, ils ne se rendent plus compte, ou ils ne veulent plus se rendre compte. Parce que c'est très compliqué d'aborder ces sujets-là, puisque toute la société va aller à l'encontre de ce que vont dire les parents. Donc, les enfants vont dire, oui, d'accord, oui, maman, t'as raison sûrement, et puis, hop, ça passe dans une oreille, ça sort par l'autre, et puis on mène la vie habituelle, notamment dirigée par l'éducation, la déséducation nationale, les médias, qui sont évidemment des promoteurs exceptionnels de la pornographie, l'environnement amical et social, tout y est. Donc, on est effectivement, et Farida soulignait extrêmement clairement, on pourrait citer 10 000 exemples comme ça, nous sommes effectivement dans un tsunami qui emporte absolument tout sur son passage, puisque par la pornographie, en gros, enfin, tout à l'heure on parlait des prêtres pédophiles, j'arrête là vraiment, mais je suis catastrophé par le fait qu'il y ait des prêtres pédophiles, mais franchement, qui aujourd'hui ose leur jeter la pierre quand on sait que ces prêtres sont soumis parce qu'ils ont des ordinateurs et ils sont soumis à la pornographie? Le patron d'un monastère me disait, vous ne pouvez pas savoir à quel point la pornographie nous touche. C'est une déferlante chez nous. Alors on met des logiciels de protection, mais c'est pas suffisant. Et bien, résultat des courses, on arrive effectivement à des choses épouvantables. Mais moi, quand j'entends des journalistes pourris attaquer directement les prêtres, alors que eux sont les grands promoteurs de la pornographie, qui font que finalement les prêtres peuvent tomber effectivement dans des errements inadmissibles, je pense que là, on peut se poser quand même quelques questions. Voilà. Merci François. Yann Carrière, je l'ai dit en introduction, vous êtes praticien, et je me pose une question, je pense que plusieurs se la posent. Est-ce que dans vos patients, vous ressentez dans quelle mesure est-ce que vous ressentez les troubles que produit la théorie du genre dans l'identité sexuelle personnelle des gens que vous pouvez rencontrer, enfants comme adultes éventuellement? Alors, je vais aller au-delà de la pratique. Il y a même des articles maintenant dans la presse sur les méfaits de ce courant soi-disant féministe, mais plutôt misandre, hein, plutôt anti-homme. J'ai vu un article il n'y a pas très longtemps dans un journal de psychologie sur les méfaits de la qualification systématique à l'école pour les garçons sur le fait qu'ils sont bêtes, qu'ils sont plus bêtes que les filles. Hein. Et moi, j'ai connu des gens, j'ai connu des neveux, j'ai connu des gens qui en souffraient. Hein. Donc, j'en profite pour répondre en deux temps à votre question. Faut-il attendre les résultats des ravages? Certainement pas. Certainement pas, parce qu'on ne peut pas les prévoir. L'être humain est psychologiquement si complexe que si vous impulsez au départ une perturbation à, par exemple, la population qui est là, si elle était enfant, chacun va développer des défenses et des pathologies et des réactions différentes. Donc on ne peut pas prévoir, et ça se manifestera peut-être dans très longtemps. Pour illustration, je ne sais pas si vous avez vu le film Guillaume et les garçons à table.
un film très drôle, où on voit un homme se poser pendant des dizaines d'années des questions sur son orientation sexuelle, sur son identité, parce que quand sa mère l'appelait, elle disait « Guillaume et les garçons à table ». Guillaume et les garçons, ça veut dire que moi je suis pas un garçon, puisqu'on dit Guillaume et les garçons, vous voyez ce que je veux dire. Et il met des années à s'en défaire de la psychanalyse, et il finit par trouver son équilibre et épouser une femme. Donc on voit que, moi je trouve que les signes, quand on voit par exemple un dernier, et puis je passe au deuxième sujet, quand on voit par exemple que les garçons sont en échec scolaire, mais qu'on se préoccupe d'enseigner aux enseignants l'égalité garçons-filles en leur disant les filles sont défavorisées, on voit déjà qu'on marche sur la tête et qu'on est dans un système de folie. De même quand on écoute l'attaque à la dignité du père dans l'exemple que cite Farid Abelgoul. Hein. Donc les méfaits, il ne faut pas attendre les résultats d'une manière expérimentale scientifique en suivant des cohortes pendant des années. On voit aujourd'hui qu'on fait très mal, on agit mal sur le plan moral, on fait du mal aux gens, adultes et enfants. Alors, ça veut dire quoi? Je reprends l'exemple de Guillaume et les garçons. Ça veut dire quoi si on trouble les gens et qu'il leur faut des années de thérapie? Ça veut dire que ce sont des citoyens, consommateurs, producteurs extrêmement dociles. Ils n'ont aucune colonne vertébrale. Ils ne peuvent pas lutter tellement ils sont occupés à essayer de se construire après tout le mal qu'on leur a fait. Et je crois qu'il faut prendre conscience du mouvement global de la société en lien avec la pornographie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'exemple que cite Farida, on voit qu'on assiste à un réductionnisme de l'être humain qui a perdu toutes ses dimensions un peu nobles et qui n'est plus, même pas un animal comme on le disait, mais qui n'est plus qu'une machine à jouir. En réalité, le grand message qui passe, que ce soit à travers la pornographie ou à travers la réduction continuelle des libertés, et notamment de liberté d'expression en France, qu'est-ce qui se passe? La seule liberté qui augmente et qu'on nous laisse ou qu'on nous donne, c'est de jouir de manière de plus en plus variée. Donc le slogan, c'est « Jouissez, ne pensez pas ». Un slogan qui convient parfaitement à une société de producteurs-consommateurs, mais ce ne sont plus des êtres humains, ce sont simplement des esclaves. Donc, ça exige pour moi que nous reprenions le contrôle de nos vies, évidemment en faisant des petits renoncements joyeux, comme disait Solzhenitsyn, sur la jouissance en général, et pas seulement sexuelle, pour retrouver autre chose qui fait la dignité de l'homme, et notamment ce qu'on a voulu et ce qu'on continue de vouloir à tout prix complètement évacuer, la spiritualité, la divinité, la relation à Dieu, etc. Merci beaucoup. Donc le temps passe très très vite. On a fait le tour, je crois, des sujets qu'on avait évoqués au début. Simplement, c'est vrai que souvent quand on fait des conférences ou qu'on discute de ce genre de sujet, une des critiques fréquentes et quasi permanentes, c'est d'accord, mais on fait quoi? Et donc simplement pour parer à cette question traditionnelle, s'il vous plaît, vraiment en une minute, chacun, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire de la cohésion dans le combat. Ça, c'est la première chose. Il faut que tous ceux qui veulent se battre se retrouvent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur appartenance sociale, quelle que soit leur philosophie, quelle que soit leur race, quel que soit leur enracinement, dès lors qu'ils sont volontaires. Le critère, c'est le volontariat. Le critère, c'est l'engagement. Le critère, c'est la détermination. Et on en trouvera dans tous les bords. Dans tous les bords. Ces gens-là réunis n'ont même pas forcément besoin d'être très nombreux en France. Parce que le lobby LGBT ne sont pas très nombreux, ils sont agissants. Nous devons constituer des minorités, nous aussi, agissantes. Et les minorités agissantes qui peuvent le plus être efficaces, ce sont celles qui sont le plus représentatives de la nation que nous composons. Il n'y aura pas un groupe qui s'en sortira seul. Nous sombrerons tous ensemble ou nous gagnerons tous ensemble avec la participation de tous. Il est absolument extrêmement dommageable, voire criminel sur le plan des générations futures, que se maintiennent en ce moment dans le combat des secteurs qui en refusent d'autres, des races qui en refusent d'autres. Quels que soient les problèmes qui peuvent être posés aujourd'hui sur le plan géopolitique, sachez que l'Europe, et en particulier la France, est un laboratoire expérimental. Que ce qui s'y passe sera généralisé dans le monde entier. Nous portons donc une responsabilité mondiale, nous aussi. Sans être mondialistes, nous portons une responsabilité mondiale. Et il faut donc qu'en France, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui en ont la force, s'engagent à se battre.
et en particulier les chrétiens et les musulmans, je dirais, parce qu'ils ont en commun de nombreux principes qui leur permettra ensemble d'être performants et d'être efficaces. Ça, c'est le cadre général, je dirais, philosophique. Après, les actions. Eh bien, évidemment, je ne vais pas vous étonner si je vous dis qu'il faut faire la JRE, continuer la JRE. Pas forcément au niveau national, mais il peut y avoir des JRE sur le plan local. Seulement, je ne me fais pas d'illusions. S'il n'y a pas de tête, il n'y aura pas d'action. Lorsqu'on dit aux gens « battez-vous », ça ne veut rien dire. Parce que chaque groupe humain a besoin d'un chef et d'un cadre et d'une direction. Donc il est de notre devoir aujourd'hui que quelques-uns d'entre nous se réunissent pour constituer effectivement cette direction à l'image de la nation pour organiser des JRE. Mais pas seulement. Parce que si je sais par expérience que la journée de retrait de l'école est une action extrêmement efficace et qui a pu faire reculer le gouvernement, je ne suis pas sectaire. Je pense que toute autre action, celle par exemple dont nous parlait tout à l'heure François Billot de Lochner, cette attaque juridique à l'endroit du gouvernement et de l'éducation nationale et sur la personne même de Najat Vallaud-Belkacem est une bonne action, mais elle doit être soutenue par toutes les composantes, par des représentants de toutes les composantes de la nation. C'est ce qui lui donnera sa force. C'est parce qu'elle sera soutenue par une cohésion de type national, de représentativité nationale, que la justice tremblera sur ses bases, c'est-à-dire cette justice qui n'est pas juste, cette justice qui ne veut pas nous rendre justice. Puisque nous ne pourrons pas obtenir des institutions républicaines actuelles qu'un redressement s'opère. Mais l'action est bonne, elle sera excellente si effectivement musulmans, chrétiens, juifs, agnostiques viennent soutenir l'action de François Billot de Lochner et de son organisation. Parce que c'est ce qui lui donnera de l'ampleur, de la force et de l'énergie. De la même façon pour les journées de retrait de l'école. Elle a beaucoup été suivie par les musulmans, elle l'a été tant qu'elle a fini par faire tomber Péillon et ses projets funestes autour de l'ABCD de l'égalité, mais on voit bien que ça continue, on le sait bien que ça continue. Mais la journée de retrait de l'école, c'était simplement qu'un exemple. L'exemple de quoi ? Ben, que nous pouvons vaincre, que nous pouvons gagner, qu'il suffit de se battre et que, comme le disait Jeanne d'Arc, que les gendarmes se battent et Dieu donnera la victoire. Mais qui veut se battre en France aujourd'hui? Et qui veut se battre dans des groupes qui sont représentatifs de la cohésion nationale dont nous avons besoin pour l'avenir de nos enfants? Car nous devons éviter quoi? La guerre civile. La guerre civile que certains nous préconisent comme une solution. Parmi nos rangs, parfois, nous avons des leaders qui nous proposent en effet de nous engager dans une voie dont l'aboutissement sera fatalement celui de la guerre civile. Alors il faudrait leur demander à ces leaders s'ils sont prêts à y donner leurs enfants dans cette guerre. Moi je le dirais humblement non. Je veux garder mes fils dans la paix. Je ne veux pas aller m'engager dans la pire des guerres qui soit, c'est la guerre civile. Donc aujourd'hui, il faut l'éviter. Pour l'éviter, il faut avoir toujours en tête que nous devons nous réunir, nous comprendre et parler aussi des sujets qui fâchent parce qu'il en existe. Je ne suis pas bisounours. Je sais que les chrétiens en veulent aux musulmans sur un certain nombre de sujets. Parlons-en. Parlons-en. On n'est même pas obligé d'en parler publiquement. Je veux dire, ça ne doit pas forcément être tout de suite l'objet d'une remise publique. Mettons effectivement des musulmans qualifiés qui ne sont pas vendus au pouvoir ou à la maçonnerie, il y en a. Et des chrétiens aussi qui sont déterminés et qui ne seraient pas vendus à la maçonnerie et qui pourraient ensemble essayer de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Quoi qu'il en soit, de cette perspective qui me paraît essentielle, sans laquelle il n'y aura pas de victoire, sans cohésion dans le combat, il n'y aura pas de cohésion nationale. Et sans la cohésion nationale, nous aurons la guerre civile. Et c'est cette guerre que je refuse, parce que je le dis ici solennellement, quoi qu'il se passe dans le monde, quoi qu'on en dise, quoi qu'on raconte dans les médias, les chrétiens, les juifs et les agnostiques en tant que parents et en tant qu'êtres humains sont mes frères, parce que Dieu les a tous créés. Et nous ne pouvons pas remettre en cause cette universalité de la création, ce caractère universel de la création. Nous ne pouvons pas, nous, misérables créatures, dire au Créateur pourquoi il y a des musulmans, pourquoi il y a des juifs, et pourquoi il y a des bouddhistes, et pourquoi il y a des chrétiens, et pourquoi il y aurait des catholiques. Que cela donne entre les hommes des possibilités de se connaître,
comme il est souhaitable que nous nous connaissions, il faut créer l'occasion. Alors faire la JRE, soutenir les actions juridiques et judiciaires de liberté politique, par exemple, ce sont des choses qui sont nécessaires. Mais il faut aussi tout de suite donner aux parents de tous les jours, dans la vie quotidienne, des moyens pour faire quelque chose. Nous avons sur notre site lancé depuis longtemps, et ça n'a jamais été relayé malheureusement, parce qu'il n'y a pas la cohésion pour la victoire. Une opération compte traditionnelle, ça a l'air tout bête, hein, mais de toute façon, sans argent et sans audience, il nous faut bien tenter quelque chose. Cette opération compte traditionnelle, elle est fondamentale pourtant parce que chaque famille, dans chaque quartier, quelle que soit sa classe sociale et sa religion, peut la répercuter dans son foyer. Il s'agit de transmettre aux enfants cette fameuse complémentarité homme-femme par le récit de contes traditionnels et par l'établissement de dialogue entre adultes et enfants sur ces contes. Donc nous avons publié des contes sur notre site et nous avons publié des questionnaires quand les parents ne savent plus quoi dire à leurs enfants parce qu'ils n'ont même plus les mots pour parler. Eh bien ils trouveront à la fois le conte et le questionnaire qui leur permettra d'établir un début de dialogue avec leurs enfants sur ces questions-là. Car nous devons impérativement interroger quotidiennement, au moins hebdomadairement, nos enfants sur la question de ce qu'ils vivent à l'école. Et sachez que nos enfants ne nous disent pas tout. L'opération conte traditionnelle peut être pour eux l'opportunité de dire des choses qu'ils ne vous diraient pas en dehors d'une initiative de cette acabit. Et puis nous proposons aussi, après avoir créé le ministère de l'Instruction publique, qui est une plateforme de téléenseignement sur le net, j'ai mis en place avec mes collaborateurs une formation à la méthode syllabique destinée aux parents. C'est-à-dire que j'apprends en 6 heures aux parents la méthode syllabique pour qu'ils deviennent eux-mêmes les maîtres de leurs enfants. Parce que ce n'est pas la peine de compter sur l'éducation nationale. Et ce n'est pas la peine non plus d'attendre de sortir de l'Europe à la Saint-Glinglin pour apprendre à lire et à écrire à vos enfants vous-même. Il est impératif que vous soyez formés. Il est impératif que vous soyez compétents. Vous devez impérativement prendre en charge vos enfants à ce point-là aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de confiance possible avec l'institution éducation nationale. Donc cette formation à la méthode syllabique, elle est décisive pour les parents, et parce qu'elle doit être une réserve de connaissances en cas d'effondrement, qui a déjà eu lieu d'ailleurs sur le plan intellectuel. On parle beaucoup d'effondrement économique, comme on vient de le voir avec mes deux collègues ici. L'effondrement intellectuel et spirituel, il a quand même bien avancé et bien en marche. Les parents doivent savoir de quoi ils parlent. Donc nous proposons cette méthode syllabique et nous proposons aussi, et je suis bien obligé encore d'en parler, une formation à la grammaire traditionnelle. Parce que tout à l'heure, notre ami Gaudichaud disait que Dieu est dans les mathématiques. Ben, il est aussi dans la grammaire, figurez-vous. Donc aujourd'hui, nos enfants ne font plus de grammaire. Depuis en particulier septembre 2016, vous avez à la place de tous les compléments circonstanciels et du verbe et j'en passe, vous avez un prédicat qui remplace tout. C'est-à-dire que votre enfant se retrouve aujourd'hui dans l'impossibilité de concevoir la diversité des statuts dans la phrase, ce qui le rend absolument inapte à toute vie sociale. Je ne parle même pas de la maîtrise du langage, mais la formation de la langue, c'est aussi une formation, je dirais, au vivre ensemble. Et c'est celle-là que par ailleurs on valorise, qui est en fait cassée par la disparition de la grammaire dès le CE1, CE2, puisque c'est à partir de ces niveaux-là que normalement les enfants doivent commencer la grammaire. Donc nous lançons, toujours sur le ministère de l'Instruction publique, des cours de grammaire de CE1, CE2 tels qu'on les faisait dans les années 50. C'est moi qui les écris à partir des livres anciens, donc j'ai tout réadapté, je l'ai fait au fur et à mesure. On en finira peut-être par en publier le livre, mais pour l'instant vous avez les chapitres qui sont publiés semaine après semaine, qui sont constitués d'une partie de leçons, transmission des savoirs, et puis ensuite d'une partie d'entraînement avec des exercices. Donc cela nous paraît très intéressant, et nous avons comme objectif, dans le sens de ce colloque, d'enseigner l'histoire de France. Alors on va le faire au plus schématique, si je puis dire, parce que le temps presse. Il nous faut très vite transmettre les différents personnages essentiels de l'histoire de France qui ont fondé la France, à commencer par Clovis, c'est son baptême, bien évidemment. Rappeler que les racines de la France sont chrétiennes, et qu'est-ce que ça veut dire que ces racines soient chrétiennes, et qu'en conséquence, il est impératif aux chrétiens aujourd'hui d'expliquer à ceux qui ne le sont pas le parcours
qui est le leur et les ennemis qu'ils ont trouvés en face d'eux, pour qu'on puisse comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. J'en resterai là pour l'instant, mais je voudrais quand même dire un mot sur les manuels de Reynald Séchet, parce que Reynald Séchet, c'est un catholique enseignant, historien, qui a produit d'extraordinaires bandes dessinées historiques, et il retrace justement dans des bandes dessinées toute l'histoire de France, qui peut être comme ça accessible particulièrement à des adolescents, et je vous assure, c'est pas du luxe. Merci beaucoup. Donc François, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait contre la théorie du genre et la pornographie ? Oui, la théorie du genre a été très bien développée par Farida, et en 30 secondes, ça va être très court. Alors, bon, je citais tout à l'heure l'attaque en justice du ministère, c'est typiquement le genre d'action qu'on peut mener, parallèlement à plein d'autres actions que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de créer des rapports avec l'Australie, qui est très en avance sur la lutte contre la pornographie, et j'espère arriver, avec l'Australie, à fédérer quelque chose, peut-être au niveau mondial d'ailleurs, parce qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui commencent à s'agiter sur le sujet. Il faut donc, premièrement, agir au jour le jour dans sa forteresse familiale. Je pense que la reconstruction de la forteresse familiale est probablement le point de passage nécessaire. Il faut que les parents reprennent leur rôle d'éducateurs sur ces sujets-là. Il faut que la forteresse familiale se solidifie. Et il faut absolument montrer aux enfants que, justement, la forteresse familiale, c'est un espace d'authentique liberté, de vraie vérité, pouvant justifier d'ailleurs que l'on parle de tout, et ça me semble extrêmement important, et c'est quand la forteresse familiale sera reconstruite que les enfants pourront effectivement partir vers l'extérieur, vers les périphéries, comme disait le pape François, pour aller porter la bonne parole. Mais d'abord, la forteresse familiale. Alors très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut traquer dans la forteresse familiale tout ce qui touche à la pornographie. Les livres un peu douteux, à la poubelle. Il ne faut pas hésiter. Moi, je suis sidéré quand je vois certaines personnes qui disent « Oui, la pornographie, c'est épouvantable », et puis ils exhibent le bouquin de Houellebecq qui s'appelle « Soumission », qui, au demeurant, est un bouquin très intéressant, mais hautement pornographique. Il y a 40 pages, impossible à lire pour un enfant de 15 ans. C'est franchement très pornographique. Donc, désolé, mais Houellebecq n'a pas cité dans une maison. Il n'a pas le droit de citer. Si vous voulez lire Houellebecq, on va le chercher à la bibliothèque municipale et on le redonne. Et je sais cet exemple parce qu'il est très courant en ce moment, et voilà. Mais il n'y a pas que Houellebecq. Il y a toutes les vidéos un peu troubles, toutes les choses un peu limites. Comment un enfant pourrait-il comprendre que des parents disent des choses, mais si on ouvre les tiroirs de la commode, on tombe sur des trucs un peu bizarres du style Figaro Magazine ? C'est strictement impossible. Donc il faut purifier la forteresse familiale et par ce biais-là reconstituer un véritable dialogue. Donc ça c'est pour la forteresse familiale. Et puis un deuxième point, et je m'en arrêterai là puisque je ne vais pas tout développer, mais je voudrais revenir sur le roman que j'ai écrit. Le roman que j'ai écrit est tout sauf un traité sur le énième traité sur la pornographie. J'ai voulu en fait conforter une jeunesse résistante, admirable, que je trouve d'exception, qui, en dépit d'une société complètement pornographiée qui écrase tout, arrive avec ses petites mains à arrêter, en tous les cas pour elle, la vague pornographique qui emporte tout sur son passage. Cette jeunesse résistante, je la connais, je la côtoie, elle existe, elle est complètement méprisée, ignorée. Ce sont des gens qui, soi-disant, vivent dans leur monde. Mais non, ils vivent dans le vrai monde. Ceux qui vivent dans leur monde, ce sont ceux qui effectivement regardent 10 heures par jour des films pornographiques. Ça n'est pas du tout le monde, c'est le faux monde. Et donc, je suis très surpris par un nombre très grand de témoignages que je reçois, encore cette semaine toute une série, de gens qui me disent « Votre roman, on l'ouvrait comme ça, finalement, on se demandait ce qu'on allait trouver dedans, mais ça nous conforte extraordinairement parce qu'on s'aperçoit que, d'abord, on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui écrivent même sur le sujet, et ça nous redonne finalement une espèce d'idée de la beauté, de la pureté, de la maîtrise du corps, etc. Et parce que ce livre essaye de tirer vraiment vers le beau, le bien et le vrai. Voilà. Donc il n'y a rien de glauque dans ce bouquin. Et par exemple, j'ai eu des témoignages d'adolescents cette semaine, ça m'a énormément touché. C'était manifestement des adolescents qui avaient touché à la pornographie et aux films pornographiques. J'ai été étonné par leurs témoignages. Je pense que à la lecture de ce bouquin, en tous les cas,
cas, ils en ont parlé à leurs parents, ça c'est sûr, puisque les parents me l'ont dit après, et j'ai vu à la façon dont ils en parlaient qu'il s'était passé un déclic. Alors est-ce que c'est un déclic provisoire? J'en sais strictement rien, parce que l'addiction à la pornographie, c'est quelque chose qui malheureusement est galopant. Mais voilà, donc l'idée, c'est d'agir de multiples façons, d'avoir des actions multiformes sur tous ces sujets-là. On n'a pas le temps de développer les autres sujets, mais voilà, je voulais simplement vous développer cela. Merci François. Alors, nous sommes dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation difficile? Alors, je vais partir d'un exemple. C'est un médecin qui s'appelle Kurt Goldstein, qui a étudié les traumatisés de la Première Guerre mondiale. Et il a remarqué que ceux qui tiennent le coup sont ceux qui ont une organisation psychique complexe, hiérarchisée, avec un bon étagement des valeurs et des buts dans la vie. Et ben voilà, c'est ce qu'il faut faire pour lutter contre l'écrasement de la pensée, la chosification. Alors comment on peut faire ça? On a passé 1984, vous connaissez le roman de George Orwell, on inverse le sens des mots. Discriminer au début c'était une chose bien, le sens s'est inversé. Il faut discriminer de manière juste et non pas de manière injuste. Il faut faire des différences. Alors très vite, quelle est la plus grande différence qui existe? Farida l'a cité, la grande différence qui fonde les autres. Moi je ne suis pas un homme politique, donc je vais aller directement à ce qui me paraît fondamental, c'est-à-dire la métaphysique. La grande différence qui existe, c'est celle entre le créateur et la création. Il n'y a pas plus grande différence, parce que tout le reste est dans le monde, tout le reste est dans ce qu'on appelle l'immanence. Et donc pour moi, le remède, c'est de s'ancrer dans la transcendance religieuse pour pouvoir penser à nouveau, et c'est pour moi, chrétien, c'est pas un hasard si la science et la civilisation ont beaucoup fleuri en Europe à cause de cette religion. Alors, je trouve que dans l'actualité, il y a une confirmation extraordinaire de ce que j'ai envie de dire. Ce sont les discours qui se déroulent autour de M. Macron. M. Macron fait une allusion à la transcendance. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal du dimanche, qu'est-ce qu'il dit? La transcendance doit être ancrée dans l'immanence. Alors là, on a le nec plus ultra de l'arnaque. C'est-à-dire que la différence des genres, homme-animal, homme-machine, tout ça, c'est enfoncé, parce que si transcendance et immanence sont l'un dans l'autre, alors il n'y a plus besoin de parler, il n'y a plus besoin de penser, on n'est vraiment plus rien du tout, quoi. Et donc, voilà, il nous donne, lui qui est le représentant du politiquement correct et de la direction actuelle du monde que nous critiquons, eh ben, il donne lui-même la clé de ce qu'il faut faire, parce qu'il nous indique la mauvaise direction, tout confondre. Et bien, pour tout redifférencier, justement, retrouvons la transcendance. Merci à vous trois. Bien, je crois que la table ronde est terminée.